Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Meilleurs vœux pour démarrer ce webinaire ce matin. Plein de bonnes choses pour vous et vos proches. Je vous souhaite une année bien meilleure que celle qui vient de se terminer. Bonjour à nos intervenantes ce matin. Bonjour Maria, bonjour Faiza qui sont avec nous donc, en direct du Maroc. Bonjour Halim, bonjour Ryan Bonjour. pour la partie Algérie. Donc, le webinaire de ce matin, c'est le numéro 2 de cette semaine Maghreb que l'on vous propose donc toute cette semaine. On va aborder ce matin l'agroalimentaire et ses réseaux de distribution. L'objectif, encore une fois, c'est de faire ce webinaire le vôtre. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole tout au long du webinaire. On n'attendra pas forcément la fin pour un temps de questions-réponses. Le but, c'est vraiment que ce soit interactif, que vous posiez vos questions, que vous partagiez éventuellement aussi vos expériences avec les autres participants et que vous puissiez exposer vos problématiques, si tant est que vous en ayez, avec nos 4 intervenants de ce matin. Donc, vraiment, le mot d'ordre, c'est que ce webinaire soit dynamique et interactif. Donc, on vous encourage vraiment à prendre la parole, soit en écrivant vos questions, vos remarques avec le petit chat questions-réponses, soit tout simplement en levant la main, auquel cas j'active vos micros et puis vous prenez la parole pour échanger avec nos intervenants. Donc, encore une fois, n'hésitez surtout pas à prendre la parole. Je vais vous présenter brièvement donc, nos quatre intervenants de ce matin. On va commencer par l'Algérie qui fera l'objet de la première partie de ce webinaire, donc avec Halim, qui est directeur adjoint de la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française. Bonjour tout le monde. Et Ryan, merci Halim, bonjour. Et Bonjour. Ryan, qui est responsable du pôle agro-industrie. Ensuite, dans la deuxième partie, on s'attaquera au Maroc avec Faiza, qui est responsable de la Chambre de commerce du Maroc en France. Bonjour Faiza et merci. Et Maria interviendra aussi parce que Maria est donc la chargée de la filière agrotech au sein de la Chambre de commerce française au Maroc. Avant de lancer la petite vidéo qui va vous présenter BCI, certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas encore tous les différents services que l'on vous propose. Donc, avant de lancer la vidéo, juste un petit mot sur la fin du webinaire. Lorsque vous allez vous déconnecter, vous allez tomber, vous verrez sur un petit questionnaire. Il y a 10 questions auxquelles je vous demande, s'il vous plaît, de répondre. Sincèrement, ça prend 1 minute, mais c'est vraiment important pour nous BCI et pour nos intervenants, d'avoir vos retours, vos remarques, vos suggestions sur l'organisation et le contenu de ce webinaire. Donc, merci par avance de bien prendre 1 minute lorsque vous vous déconnecterez en fin de webinaire. Merci de prendre 1 minute pour répondre aux différentes questions. Alors, comme le veut la tradition, je vais lancer la petite vidéo qui vous présente BCI. Ça ne dure pas longtemps, ça dure 4 minutes. Normalement, tout le monde devrait entendre le son de la vidéo. Donc, je lance ça tout de suite. Vous souhaitez un appui pour assurer ou développer votre entreprise à l'international? BCI, Bretagne Commerce International, association d'entreprises de 1000 adhérents, vous accompagne à chaque étape de votre développement international, quelle que soit votre taille, votre secteur d'activité, que vous soyez adhérent ou non. Grâce à la diversité des métiers et aux compétences opérationnelles de l'équipe BCI répartie sur tout le territoire breton à votre proximité, tous les aspects du développement international sont traités, depuis l'information technique et réglementaire jusqu'au développement commercial à l'étranger, avec l'appui d'un réseau de prestataires agréés basés dans une centaine de pays. En 2019, BCI aura réalisé plus de 10 200 accompagnements pour plus de 2100 entreprises bretonnes, dont 30% étaient nouvelles. Sa mission principale consiste à favoriser l'export, par la sensibilisation et l'information, avec des services proposés gratuitement aux entreprises bretonnes. Ces services ont représenté en 2019 3632 conseils techniques, réglementaires ou stratégiques, 1681 rendez-vous en entreprise, 109 réunions d'information, 275 actions gratuites, recherche d'infomarché, réalisation d'études. Mais aussi favoriser l'export par l'accompagnement sur les marchés étrangers, dont 30 salons internationaux, 6 missions sectorielles à l'étranger, 18 délégations d'acheteurs en Bretagne, 155 prestations individuelles à l'étranger. BCI, c'est aussi
favoriser l'investissement étranger en Bretagne en identifiant et en accompagnant des projets par le biais de son service Invest in Bretagne. Plus de 380 entreprises à capitaux étrangers sont implantées en Bretagne, employant plus de 36 000 personnes. Anticiper l'évolution des marchés et faciliter la prise de décision avec BCI Info, le service de veille et d'information en ligne avec en 2019 3400 articles et brèves, 630 études, 300 fiches sectorielles. Réseauter et s'informer lors de l'Open de l'International, l'événement annuel de l'économie bretonne. Une édition 2019 en présentiel qui a regroupé plus de 1100 participants avec plus de 1000 rendez-vous B2B et plus de 50 pays représentés. Et une édition 2020 en ligne avec 600 rendez-vous B2B. Face à un commerce mondial en plein bouleversement, BCI s'attache à rester agile et réactif pour répondre à vos problématiques. Ainsi, pour vous préparer au Brexit, BCI a mis en place un numéro vert et un cycle de réunions d'information. Pour vous informer de la situation dans le monde lié au Covid-19, BCI a quotidiennement enrichi sa plateforme BCI Info et a organisé des webinaires avec ses prestataires basés à l'étranger. BCI poursuit sa transformation numérique avec la mise en place de nouveaux services, tels que les tutoriels dédiés au commerce international, les rencontres d'acheteurs en visio et les e-missions pour exporter sans se déplacer, ou encore BCI Connect, l'outil de mise en relation de dirigeant à dirigeant. Avec un mode de fonctionnement unique, une gouvernance assurée par un conseil de surveillance présidé par ses financeurs, le Conseil régional de Bretagne et la Chambre régionale de commerce et d'industrie, et un directoire de 12 chefs d'entreprise élus parmi ses adhérents. BCI agit pour l'internationalisation des entreprises bretonnes et de l'économie régionale. D'après l'étude d'impact de l'activité de BCI, réalisée en 2020 sur un panel de 300 entreprises ayant utilisé ses services, 98% des entreprises sont satisfaites de l'apport de BCI. Pour la 4e année consécutive, ce pourcentage est en hausse. 84,5% déclarent avoir atteint l'objectif qu'elles s'étaient fixé en s'adressant à BCI. 39% d'entre elles ont déjà enregistré un développement concret de leur activité. 54,8% par la hausse de leur chiffre d'affaires et 10,4% par la création d'emplois CDI. Avec Bretagne Commerce International, rejoignez les entreprises bretonnes qui osent le monde. Merci pour votre attention. Un petit point sur BCI Info et en ce qui concerne donc la présentation de ce matin, elle sera disponible comme d'habitude sur la plateforme BCI Info, soit dans la journée, soit demain. Je m'efforce de faire au plus vite avec l'aide de ma collègue pour que la présentation de ce matin soit en ligne rapidement. Donc, pas de stress sur la prise de notes. Vous retrouverez toutes les informations complètes de ce matin sur BCI Info. La présentation d'ailleurs orale de ce matin sera complétée de slides avec plus de détails sur certains points cruciaux. Donc, la présentation qui sera en ligne sur BCI Info sera beaucoup plus complète encore que celle que vous allez pouvoir voir ce matin. On va rentrer dans le vif du sujet, donc l'agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc. Les différents points que l'on va aborder ce matin pour les deux pays concernent tout d'abord le panorama agroalimentaire. On va vous dresser une photo à l'instant T des différentes productions locales et des filières et des acteurs locaux. On va faire un petit point sur la filière bio ainsi que sur les différentes tendances des consommateurs. Ensuite, on abordera les différents canaux de distribution, que ce soit pour la partie retail ou pour la partie food service. On fera aussi un petit listing des acteurs principaux de la distribution, que ce soit donc en Algérie puis au Maroc. Un point essentiel aussi va être fait sur l'impact du Covid sur le secteur agroalimentaire. On vous parlera des nouveaux défis de la distribution, mais du secteur agroalimentaire en général. Quels sont les nouveaux projets, les nouvelles opportunités de développement, les perspectives économiques du secteur dans les deux pays. Et puis enfin, on terminera par un petit point pratique sur les affaires. Comment bien faire du business avec l'Algérie et avec le Maroc. Donc, on démarre tout de suite avec l'Algérie. Tout d'abord, je vais laisser la parole à Ryan pour nous parler donc, du secteur agroalimentaire. La parole est à toi, Ryan. Merci. Merci
Merci Karen, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à vous adresser mes meilleurs voeux de bonheur, de réussite et de santé pour cette nouvelle année. Donc, comme mentionné déjà par Karen, nous allons à travers cette première partie de webinaire dresser un tableau général du secteur agroalimentaire en Algérie et par la suite faire un état des lieux du secteur de la distribution des produits alimentaires. Donc, sans plus tarder, je vais vous donner quelques indicateurs et chiffres clés du secteur. Le secteur agroalimentaire en Algérie est considéré comme la deuxième industrie du pays. Il représente plus de 40% du chiffre d'affaires des industries nationales hors hydrocarbures, 13% du PIB. 47 200 entreprises forment le tissu agroalimentaire en Algérie, dont 95% sont gérées par le secteur privé. L'Algérie est considérée comme le premier pays importateur de denrées alimentaires du continent africain. Actuellement, la production locale subvient à 55% des besoins en lait, entre 25 et 30% des besoins en céréales, ainsi que 45% de consommation en ce qui concerne les viandes bovines. Néanmoins, on note une certaine autosuffisance en ce qui concerne les secteurs des viandes blanches, viandes ovines, les agrumes et les légumes. Si on peut passer au deuxième slide, Karen, s'il te plaît. Oui. Par rapport aux importations de produits alimentaires, donc ces dernières occupent la deuxième position dans la structure globale des importations réalisées, avec une part de 21,10% de la valeur globale, pour un montant de 1,29 milliard de dollars, devançant ainsi se mettant avant, c'est-à-dire les importations des demi-produits. Donc, quand on dit demi-produits, c'est tout ce qui est principalement tubes, tuyaux, profilés en fer et en acier. Slide suivant, s'il te plaît, Karen. Donc, on vous a répertorié les principaux produits échangés entre l'Algérie et la France dans les secteurs agri-agro. Donc, en ce qui concerne les exportations françaises, sans grande surprise, on trouve en premier lieu le blé, les animaux vivants d'espèces bovines. Pour ce qui est des importations, ça concerne principalement les dattes, figues, agrumes, les clémentines récemment. Je tenais à souligner que les exportations des biens alimentaires représentent uniquement 1,1% du total des exportations hors hydrocarbures, pour un montant de 408 millions de dollars. Si on devait procéder par zone géographique, on peut dire que les échanges extérieurs restent polarisés avec les pays de l'Union européenne, avec près de 44,3% des importations et 57,2% des exportations. À l'intérieur de l'Union européenne, donc, on retrouve bien évidemment la France, qui représente le premier client et fournisseur de l'Algérie. Pour ce qui est des pays de l'Asie, ces derniers viennent en deuxième position, avec une part de 29,04% des importations, ainsi que 17,93% des exportations. Et sans grande surprise, on trouve la Chine en première position. L'Algérie a importé pour 299 millions d'euros en 2019 d'équipements. L'Italie demeure le premier fournisseur. La France est considérée comme le 5e fournisseur de l'Algérie, alors qu'elle occupait la 2e place en 2013. À noter qu'il est dorénavant possible d'exporter des chaînes et équipements de production rénovés vers des opérateurs algériens exerçant les activités de production de biens et services. Les chaînes et équipements ne doivent pas dépasser les 5 ans d'âge pour l'industrie agroalimentaire. En ce qui concerne la répartition des industries agroalimentaires par secteur d'activité, on a 47% des entreprises qui activent dans la transformation des céréales, 13% dans l'industrie laitière, 27% donc produits divers. Donc, quand on dit produits divers, ça englobe qui est transformation de viande, conserverie de fruits et légumes, fabrication de condiments d'assaisonnement, d'arômes alimentaires, transformation de thé et de café, etc. Donc, pour ce qui est des entreprises de production de sucre, donc, ils ont une part de 5%, même son de cloche pour les entreprises de production de boissons. En ce qui concerne les entreprises de production d'huile et de corps gras, ces derniers ferment la marche avec une part de 3%. Et nous allons développer chaque secteur d'activité en détail dans les diapos suivants. On va commencer par la filière céréales. Donc, une filière totalement administrée par l'Office algérien interprofessionnel des céréales jusqu'au stade de la première transformation. Pour ce qui est de la deuxième transformation, cette dernière est détenue par le secteur privé à travers quelques grandes entreprises. Je citerai comme exemple le groupe SIM, le conglomérat Ben Hamadi, le groupe Metiji, etc. On dénote plus de 400 unités de production réparties sur tout le territoire national,
on va dire 70% de minoterie et 30% de semolerie. L'Algérie est considérée comme le premier importateur mondial de blé tendre et le 7e importateur mondial de tout type de blé. Pour ce qui est du blé dur, la production locale assure plus de 80% des besoins nationaux. On va passer à la filière boulangerie-pâtisserie, donc une filière qui est en pleine restructuration et qui se modernise, contrairement à la filière, c'est-à-dire de fabrication de pâtes alimentaires et de couscous, qui est déjà assez moderne. Petit rappel, l'Algérie est considérée comme le plus grand consommateur de pain au monde, avec une moyenne de plus d'1 milliard de baguettes consommées mensuellement. Un secteur d'équipement en croissance constante, surtout entre la période qui s'étale entre 2013 et 2018, avec une augmentation des importations de fours boulangers et des machines de boulangerie-pâtisserie. Pour ce qui est de la boulangerie industrielle, on va dire malheureusement que c'est un secteur peu développé en Algérie. À noter que la première boulangerie industrielle a été réalisée dans le cadre d'un partenariat entre le groupe Benamor et l'équipementier français Mécatherm en 2013. Pour ce qui est de la filière biscuiterie-confiserie, on a plus de 100 unités de production de biscuits et gâteaux emballés, 66 chocolateries, 51 confiseries recensées sur tout le territoire national. On remarque une forte présence des marques espagnoles. Donc, quand on dit marque espagnole, on dit équipement espagnol. Donc, avec en plus des opérateurs nationaux déjà confirmés, comme l'entreprise Bimou qui représente plus de 45% de parts de marché, on a quelques opérateurs qui commencent à prendre leur marque, tels que Palmarès et Bifa, sans oublier de citer la concurrence turque. Pour ce qui est de la consommation de biscuits sucrés en Algérie, elle est de 3 kg par habitant. On note aussi ces dernières années l'apparition de produits sans gluten qui intéressent une franche partie de la population, mais qui restent néanmoins assez chers et pas à la portée de tout le monde. La filière laitière, donc, une filière qui se compose de plus de 200 laiteries, plus de 30 000 éleveurs. 40% des parts de marché sont détenues par le groupe public Gipli à travers ses 16 unités, avec une production de 4 millions de litres jour. Et 60% des parts de marché restantes appartiennent aux laiteries privées. L'Algérie est considérée comme le premier consommateur de produits laitiers en Afrique du Nord et le 3e importateur mondial de lait et produits laitiers. Si on peut passer au slide suivant, Karen, s'il te plaît. Donc, l'Office national interprofessionnel du lait approvisionne actuellement 105 laiteries privées et 15 laiteries publiques du groupe Gipli, soit un total de 120 laiteries réparties sur tout le territoire national. Vous avez sur votre droite plus de détails. Donc, vous avez la typologie des laiteries conventionnées avec l'ONIL. On remarque que plus de la moitié des laiteries sont des laiteries mixtes en poudre de lait et lait de vache. Pour ce qui est de la production de yaourts, c'est l'une des branches les plus développées de l'industrie agroalimentaire en Algérie. Une production multipliée par 3 durant ces 10 dernières années. Un marché dominé par 2 grands acteurs qui sont Soumam et Danone, qui représentent à eux deux plus de 65% de parts de marché. Pour ce qui est des parts restantes, elles sont réparties entre quelques entreprises telles que Vodena, Trèfle, Batouche et Ramzi. Pour ce qui est de la production de fromage, une production multipliée par 4 durant ces 10 dernières années. Un marché dominé par l'entreprise Belle Algérie qui représente plus de 40% de parts de marché, avec les marques Vache qui rit et Piquant, suivi par l'entreprise Pomacidor avec la marque Berber qui représente 20% de parts de marché. Pour information, le fromage fondu représente l'essentiel des ventes. En ce qui concerne les producteurs de lait UHT, donc, on a l'entreprise Chinlait sous le label Candia, Codena et Soumam. La filière eau et boissons, donc, plus de 800 entreprises actives dans cette filière, plus de 50 producteurs d'eau, 90% sont issus du secteur privé. L'Algérie produit actuellement 98% de ces boissons et seulement 2% sont importés. On vous a répertorié les principales sociétés par type de produits. Donc, si on commence par limonade et soda, je citerai comme exemple Coca-Cola, Hamoud, Boalen et Free. Tout ce qui est jus, donc, vous avez NCA, Wiba, Ramin, Gawes, Touja, etc. Pour ce qui est des eaux, donc l'Ardija, donc la marque du groupe, c'est Vital, Saïda, Evi, Nestlé Water. À retenir que 80% des entreprises sont localisées dans les wilayas du nord du pays. Slide suivant, s'il te plaît, Karen. Donc, la filière viande. Je vais commencer par un petit rappel
de la composition du cheptel en Algérie. Donc, on a 28,5 millions de têtes bovines, cette race ou la djellal étant la plus répandue. 2,1 millions de têtes bovines, les races les plus présentes, donc charolais, limousine et aubrac. De ce fait, donc, les importations se résument principalement à ces trois races. 5,3 millions de têtes pour la filière caprine, 450 000 têtes cameline. Pour tout ce qui est viande rouge, donc on a une production locale de 5,20 millions de tonnes durant les 8 premiers mois de l'année 2019, une part de marché de 2,8% dans le PIB. L'Algérie a importé pour 400 millions d'euros en 2019, donc toute viande confondue. Les principaux fournisseurs de viande en Algérie donc pour l'année 2019 sont l'Espagne, l'Inde et le Brésil. La France arrive derrière en 5e position, mais représente néanmoins le premier fournisseur en termes de bovins vifs. Un petit point sur le secteur avicole, tu as je vais un revenir. petit focus particulier. Donc, passe directement au prochain slide, je vais revenir. Pour ce qui est des viandes bovines fraîches, donc l'importation de viande bovine fraîche n'est plus soumise au DAPS, contrairement aux viandes des animaux des espèces bovines et caprines qui restent assujetties à 70% de DAPS. Vous avez sur votre droite le niveau de taxation des viandes bovines, c'est-à-dire fraîches, réfrigérées ou congelées. Donc, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, donc, ce sont ces taxes qui sont appliquées sur ce type de produit. Néanmoins, j'aimerais souligner 2 points essentiels. Le premier point, c'est qu'on a eu, il y a eu une information qui a circulé ces derniers jours dans les différents organes de presse en Algérie sur probable suspension des importations des viandes rouges et plus précisément les viandes congelées. Mais pour le moment, rien n'est officiel. Donc, nous ne manquons pas de vous tenir informés de l'évolution de la situation. Pour ce qui est du deuxième point, donc là, si vous remarquez, donc les animaux vivants de l'espèce bovine, donc j'ai mentionné les droits de douane et la TVA. On a reçu une note récemment de l'ABF nous informant que l'importation des génisses est suspendue. Donc, c'est les 2 points que je voulais souligner par rapport au niveau de taxation. Pour ce qui est de la charcuterie, donc la charcuterie produite localement concerne surtout le kachir, donc sorte de saucisson à base de viande bœuf, différents pâtés, donc volaille, olives, fromage, etc. Ces produits sont principalement distribués par la société Balab qui représente 50% des parts de marché, suivi de l'entreprise Amor avec 23% et Bentoumia Algérie avec 20%. En ce qui concerne les carcasses, donc à l'instar de toutes les catégories de viande bovine, sous forme de carcasse, l'importation de viande n'est pas soumise aux dates. Pour ce qui est de la transformation des viandes, l'activité de production et de transformation de viande blanche et viande rouge est dominée par le secteur privé. Ces groupes couvrent la majorité de leur approvisionnement par l'importation. Seuls les transformateurs de volaille arrivent à trouver localement les volumes suffisants en quantité, qualité et régularité. Karen, est-ce que tu peux revenir au slide précédent, s'il te plaît? Donc, par rapport au secteur avicole, donc, on a 140 millions de poules, une production de 400 000 tonnes de viande blanche, 6 à 7 milliards d'œufs par an, un secteur qui génère plus de 600 000 emplois. Malheureusement, 80% des professionnels du domaine exercent de façon informelle. Néanmoins, les autorités œuvrent pour justement restructurer cette filière. Si on peut passer au slide suivant, s'il te plaît, Karen. Donc, par rapport à la filière conserve, fruits et légumes, donc une filière qui se développe à une bonne allure. Donc, on vous a mentionné les principaux opérateurs par segment. Donc, vous avez les principaux opérateurs dans la fabrication de concentrés de tomates, produits qui étaient essentiellement importés il y a quelques années. Je citerai les conserveries Benamor, le complexe industriel agroalimentaire SDA. Vous avez les principaux opérateurs dans la fabrication de confitures, tels que l'entreprise Sabri, Ngaous et Sicam. Pour ce qui est des conserveries de fruits destinés à la fabrication de jus, donc les principaux opérateurs ont été cités dans la filière eau et boissons, mais je peux vous les rappeler. Donc vous avez NCR Wiba, le groupe Ngaous, Touja, Rami, etc. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à intervenir. Là, on balaye les différentes filières, mais peut-être avez-vous des questions particulières concernant ces différentes filières. On va aborder maintenant le bio en Algérie.
Ryan? Donc, la filière bio en Algérie. Donc, les principales filières ayant été touchées par la certification biologique dans le pays sont particulièrement la phonéciculture, l'oléiculture, la viticulture et les fruits et légumes. Vous avez ici quelques exemples. Donc, vous avez les vignes de culte de différents cépages, des olives de table de variétés Chemlal et Hérocat. Il faut savoir que l'Algérie dispose de plus de 33 variétés d'olives de table. Deglet Nour, qui est la sorte de date la plus répandue, qui représente 53% de la production locale, grenadine, abricot, figue de Barbarie, etc. En ce qui concerne les principaux organismes certificateurs recensés en Algérie, on remarque une forte présence des organismes français, tels que Écossaire France et Qualité France. Les organismes certificateurs recensés en Algérie opèrent principalement dans la certification bio des produits végétaux non transformés de catégorie A, ainsi que des produits agricoles transformés de catégorie C destinés à l'alimentation humaine. On a remarqué que 60% des producteurs ont amélioré leur chiffre d'affaires après l'introduction du bio. Néanmoins, l'agriculture biologique et non intensive attire une infime partie de la population. J'ai une question qui vient de tomber de Lamia. Avons-nous des opérateurs plats préparés, conditionnés et surgelés? Alors, je ne comprends pas votre question, Lamia. Je vais ouvrir votre micro. Ça va être plus simple. Dès que je vous aurai Je pense que je vais peut-être aborder ce point lors des tendances de consommation, si je ne m'abuse. Je pense que c'est le prochain slide. Alors, en ce qui concerne les tendances des consommateurs en Algérie, donc une consommation déterminée par le prix. 45% des dépenses des ménages sont consacrées à l'alimentation. Les produits céréaliers constituent la première dépense chez les ménages. Les achats sont souvent réalisés auprès des petites épiceries et supérettes pour ce qui est des produits de longue vie tels que les pâtes, la farine et l'huile, des bouchers et poissonniers pour la viande et le poisson, des marchés en ce qui concerne les fruits et légumes. Le consommateur algérien tend à privilégier les légumes frais et saisonniers. C'est pour ça qu'on remarque une absence de légumes épluchés, coupés et conditionnés et de salades préparées sur le marché algérien. En termes de tendance de consommation de viande en Algérie, le halal est bien évidemment indispensable. La viande blanche est la plus consommée dans le pays, car elle est la moins chère. Suivi de la viande bovine qui est consommée partout sur tout le territoire national. La viande bovine, surtout en Kabylie, pour sa disponibilité. La viande caprine dans les hauts plateaux et la viande camine, notamment dans le sud. Bonjour. Lamia, j'ai ouvert votre micro, allez-y. Posez votre question. Bonjour à tous, bonne année, meilleurs vœux évidemment. Merci à vous aussi. Ma question était par rapport aux plats préparés et plats surgelés. Est-ce qu'il y a des opérateurs en Algérie qui sont déjà installés? Et si oui ou sinon, pourquoi? Parce que je ne sais pas s'il n'y en a pas, pourquoi? Parce qu'on n'en parle pas ici. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y en avait pas, ou alors pourquoi? Parce que ma question elle concerne en fait, est-ce que l'opportunité d'avoir des plats préparés et surgelés en Algérie, est-ce que c'est pas faisable ou alors c'est pas développé simplement quoi? Non, c'est pas que c'est pas faisable. Éventuellement, c'est pas vraiment développé ici en Algérie. Éventuellement, parce que comme je l'ai expliqué, le consommateur algérien tend à privilégier, c'est-à-dire tout ce qui est frais. Donc, on a remarqué ces dernières, on va dire la dernière année ou du moins ces derniers mois, la présence sur le marché algérien de ce qu'on appelle des clubs sandwich, chose qu'il n'y avait pas quelques années en arrière. Mais pour ce qui est des plats préparés surgelés, c'est très faible sur le marché algérien. Mais c'est excusez-moi, est-ce qu'il y a une opportunité de développement pour ce genre de produit ou alors il y a des gens qui ont essayé qui n'ont pas réussi? Pourquoi? Non, ça peut être, par exemple, on a quelques agro-industriels qui se sont lancés, par exemple, dans des pâtes à pizza, des pains panini industriels, donc ils commencent à trouver leur place sur le marché algérien. Ça peut être un secteur porteur pour l'avenir, mais pour le moment, ce n'est pas vraiment dans les mœurs et la culture du consommateur algérien. Très bien, c'est plutôt, vous avez l'entreprise, pas dans ces Halim, vous avez l'entreprise Bellat
qui fait dans les plats préparés depuis 2011, donc depuis une dizaine d'années, mais ce n'est pas vraiment quelque chose que les Algériens privilégient. Donc les plats préparés ou les plats qu'on trouve dans les supermarchés et les hypermarchés en France, ce n'est pas vraiment une tendance de consommation chez les Algériens. Ça a répondu à votre question, Lamia? Oui, en partie, mais j'ai demandé aussi est-ce qu'il y avait une opportunité là-dessus ou pas. Alors, une opportunité, essayez. Nous, on pourra vous mettre en contact avec des entreprises déjà présentes. Ils pourront vous communiquer les informations nécessaires. Après, comme je vous ai dit, maintenant, ce n'est pas une tendance à la consommation. Les Algériens aujourd'hui ne se ruent pas vers les hypermarchés pour acheter des plats préparés. Et c'est pour cela que nous retrouvons quelques marques françaises ou espagnoles sur certains plats, par exemple tout ce qui est pot-au-feu, tout ce qui est haricots blancs, mais pas plus, quoi. C'est pas une tendance réelle de consommation. Si vous avez besoin d'autres informations complémentaires, de toute façon, on pourra creuser là-dessus ultérieurement après le webinaire et se recontacter en rendez-vous individuel, visio ou en call sans souci. On va passer au point suivant. Merci. L'heure qui tourne à votre service, Lamia. On va passer aux différents canaux de distribution, tout d'abord donc avec le commerce de détail, avec le retail. Voilà, donc en ce qui concerne le commerce de détail en Algérie, donc secteur dominé par le petit commerce de proximité. On compte environ 825 116 détaillants en Algérie, ramené à la taille de la population qui est estimée actuellement à plus de 42 millions de personnes. On peut dire que ces chiffres traduisent un certain équilibre entre l'offre et la demande, c'est-à-dire que hormis les moments de grande ruée, le consommateur algérien peut s'approvisionner le plus normalement du monde tout au long de l'année. On compte plus de 89 375 grossistes qui fournissent la filière en se ravitaillant eux-mêmes chez 47 230 importateurs ou chez des entreprises industrielles ou agricoles locales. On compte plus de 150 000 épiceries dont 99% appartiennent à des personnes physiques. La plupart des distributeurs sont des entreprises privées. Quant aux entreprises étatiques, ces dernières vendent essentiellement des denrées alimentaires en gros. Selon le dernier recensement du ministère du Commerce, on peut constater l'existence de 5 245 marchés sur tout le territoire national, répertoriés comme suit. Je citerai par exemple 46 marchés de gros. Par exemple, en ce qui concerne les marchés de gros, ils sont généralement localisés dans des wilayas à fort caractère agricole. On a plus de 1451 marchés de détail, 691 marchés de proximité, 364 abattoirs, etc. Le besoin à court terme est estimé à 500 nouveaux marchés supplémentaires entre marchés de gros, détail et proximité, car malheureusement, la majorité des 1541 communes ne disposent pas de marchés de proximité. La grande distribution, il faut savoir que l'Algérie compte plus de 3000 surfaces commerciales, dont 2600 supérettes, 52 hypermarchés et 347 supermarchés. Ce nombre est en hausse de 70% comparativement à l'année 2014, mais il reste insuffisant au vu de la population algérienne qui dépasse les 42 millions d'habitants. Le chiffre d'affaires du secteur de la grande distribution a augmenté considérablement ces dernières années, ayant été multiplié par 5 entre 2012 et 2019. Ce réseau et ce secteur est aujourd'hui assuré essentiellement par des opérateurs nationaux. Si on peut passer au prochain slide pour plus de détails. Donc, en ce qui concerne les principaux acteurs de la grande distribution, donc 3 noms à retenir particulièrement. Donc, vous avez Uno, Hardis et Carrefour. Donc, les enseignes Uno, donc de l'entreprise Numidis, filiale du groupe Civital spécialisé dans la grande distribution, qui est considéré comme le leader de la grande distribution en Algérie. Vous avez la société Hardis, filiale du groupe Arcofinac, qui est un holding activant dans plusieurs secteurs d'activité tels que l'hôtellerie et le pharma, ouvert en 2012. Vous avez aussi Carrefour, donc géré par l'entreprise Hyperdistribution Algérie, née de l'alliance entre l'entreprise tunisienne UTIC et la société algéro-saoudienne Assicom,
présent en Algérie depuis 2015. Vous pourrez lire le tableau à tête reposée par la suite pour voir éventuellement les principaux acteurs de la grande distribution en Algérie. Alors, prochain slide. sur le secteur Horeca. Voilà, donc en ce qui concerne l'Horeca et le food service, donc à travers ce slide, nous, on s'est plus focalisé sur tout ce qui est hôtellerie, catering, restauration en général. Mais on peut rajouter à ça tout ce qui est cantine d'entreprise ou administration, cantine scolaire et universitaire. Si je prends par exemple les cantines scolaires, il faut savoir qu'en Algérie, 80% des écoles sont dotées de cantines, ce qui représente la restauration d'environ 4 millions d'élèves, dont 85% sont du cycle primaire, ce qui n'est pas indéniable. Nous avons approché certains opérateurs de catering pour éventuellement avoir leur retour sur l'évolution de ce secteur en Algérie. Tous étaient unanimes à dire que c'était un secteur en plein développement, mais tous ont souligné le nombre insuffisant de marchés de gros, ainsi que le non-respect de la chaîne du froid. Ils jugent le développement de cette dernière au ralenti. On vous a mis les principaux acteurs de catering, je citerai Sieptal Catering, Air Algérie Catering et Winbel Catering. Les principaux acteurs sont localisés au sud, vu que par rapport aux bases de vie donc, qui sont en grand nombre sur cette région. Je vous ai mis aussi les principaux acteurs en termes d'équipement d'Horeca Food Service. Donc, je citerai comme exemple Equipro, Cuisinox, Sifax et Bangar, qui est un fournisseur français. Est-ce qu'on peut passer, voilà, en ce qui concerne les achats en ligne et le e-commerce en Algérie, donc c'est un marché en croissance constante avec un potentiel estimé à 5 milliards de dollars. L'arrivée de Jumia panafricain, qui reste le site de vente en ligne le plus populaire du pays. Actuellement, on a 71 web marchands qui sont adhérents au système de paiement sur Internet par carte interbancaire. Mais le paiement à la livraison reste la méthode préférée des Algériens au vu des obstacles rencontrés quant aux instruments de paiement en ligne. Si on peut passer au prochain slide de Karen. Donc, le contexte actuel de crise sanitaire a permis paradoxalement un développement plus rapide, voire une accélération du e-commerce, des applications et des plateformes de vente à distance, ce qui a mené à l'apparition d'une nouvelle forme de commerce alimentaire sur Internet en Algérie, qui est les supermarchés en ligne. Une démarche qui a été faite, par exemple, par Uno Hypermarché, filiale du groupe Cévital, qui s'est déjà lancé dans cette activité en collaboration avec YesIL Food et Jumia Food. On a l'application VTC YesIL en partenariat avec une multitude de supérettes et de supermarchés qui ont lancé de nouveaux services de livraison de courses ménagères et celles de colis dont le poids ne dépasse pas les 10 kg. Même son de cloche pour la boutique Carrefour, qui a permis à ses clients de passer commande en ligne à tout moment. En ce qui concerne la cartographie des principaux opérateurs de la distribution en Algérie, la distribution géographique des opérateurs en Algérie est malheureusement très déséquilibrée. La majorité se concentre autour des grandes villes à plus forte population dans le nord du pays. Par exemple, sur les 347 supermarchés, par exemple, ce qui représente un supermarché dans un rayon de 10 000 km², plus de 30% sont répartis sur 3 villes qui sont Alger, Oran et Béjaïa. Sur les 52 hypermarchés, par exemple, près de 35% sont immatriculés dans la seule wilaya d'Alger et plus de 20% dans la wilaya d'Oran, donc la région ouest. Pour ce qui est du commerce de détail, donc c'est la capitale qui est le mieux achalandée, avec 93 100 unités pour environ 4 millions d'habitants, suivi de quelques grandes villes telles que Sétif, Oran et Tizi Ouzou. Pour ce qui est du sud, on a la région de Berdaya, qui est quand même connue pour le dynamisme de ses commerçants, mais qui ne possède malheureusement que 8 000 unités. Passe au point suivant sur les impacts du Covid sur le secteur. La Covid-19, donc sur le secteur de l'agroalimentaire et la distribution. Donc, premièrement, sur le secteur agroalimentaire. Il faut savoir que le secteur agroalimentaire en Algérie est l'un des rares secteurs n'ayant pas été impacté négativement par la Covid-19. Bien au contraire, les IAA ont augmenté leur volume de production. On a enregistré justement 2 pics par rapport à ce phénomène. Le premier a été enregistré durant le mois de mars 2019, date d'entrée en vigueur des mesures de confinement.
suivi d'un autre pic important au mois d'août 2019, date de réouverture des espaces de loisirs. Parallèlement à ça, le gouvernement a pris à adopter des mesures exceptionnelles pour justement atténuer l'impact de cette pandémie. Je citerai comme exemple le blocage de toutes les exportations de produits alimentaires de première nécessité et de large consommation, ainsi que la facilitation d'importation de certains produits de marchandises ayant bénéficié de la procédure du circuit vert qui a permis le dédouanement et l'enlèvement accéléré. La mise en place de stocks stratégiques pour 15 produits de base, notamment le blé, les fruits et la poudre de lait. Et parallèlement à ça, donc la création d'une plateforme numérique pour suivre justement la disponibilité de ces produits sur le marché. Concernant le premier point, il s'agit de mars 2020 et août 2020, hein, pas 2019. Exactement, oui, 2020, oui. En ce qui concerne l'impact de la COVID-19 sur la distribution, donc, je pense que c'est le cas de plusieurs pays. Au tout début de la pandémie, le réseau de distribution a été perturbé, plus précisément en ce qui nous concerne le transport de marchandises en raison des restrictions établies par les autorités pour justement lutter contre la propagation de la pandémie, donc le confinement, couvre-feu et fermeture des frontières entre wilayas. Croissance considérable pour les acteurs de la grande distribution, due éventuellement au stockage des denrées alimentaires durant la période de confinement. Et comme déjà mentionné précédemment, donc, les grandes enseignes de distribution ont développé davantage les services de vente en ligne et de livraison à domicile. Donc, exemple, Uno, Village Groupe Vital et Carrefour Algérie en partenariat avec Jumia Food. S'il y a des questions, encore une fois, n'hésitez pas, hein, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, donc on parle beaucoup, mais n'hésitez pas à prendre la parole pour poser vos questions. Je vois qu'il n'y a pas de questions qui arrivent, donc on peut passer, Ryan, au point suivant. D'accord. Donc, en ce qui concerne les nouveaux défis de la distribution de produits alimentaires, donc si on devait procéder par priorité, je dirais la mise en place d'une stratégie d'implantation de grandes centrales d'achat et de plateformes logistiques afin d'améliorer l'approvisionnement des marchés en fruits et légumes frais et produits transformés, le développement des technologies d'information, de communication et de traçabilité. Ça coupe un peu le son, Ryan, on a du mal à... De nouveaux centres commerciaux et l'ouverture du marché algérien en grande marque internationale. Pardon? Le son coupe. Le son coupe. Vas-y, poursuis. Au pire, il y a la présentation en support, donc heureusement. Donc, généralisation des services de vente en ligne et de livraison à domicile. En ce qui concerne la problématique liée à l'octroi du foncier industriel pour la création de nouveaux hypermarchés, cette dernière sera traitée au vu du chantier entamé par les autorités algériennes qui prévoit la réforme de la loi régissant les investissements et l'octroi du foncier industriel. En ce qui concerne le son est vraiment mauvais là tout à coup, donc on va passer au nouveau projet. Il y a un problème de son, Ryan, on ne t'entend pas du tout. Il faut savoir qu'on a lancé le mois d'août dernier. Il y a des coupures carrément. Oui, on t'entend vraiment très mal, ça coupe là depuis 5 minutes. Vas-y, réessaye de parler, Ryan. Donc, concernant les nouveaux projets, les opportunités de développement et perspectives économiques du secteur. Ouais, le son est vraiment mauvais. Peut-être, Alim, tu peux prendre la parole pour il faut savoir qu'on a lancé le mois d'août dernier. Alim, est-ce que tu peux prendre le relais? Ouais, désolé, Ryan, mais le son est vraiment, c'est vraiment inaudible. Ça coupe vraiment. Sinon, Ryan, viens dans mon poste pour continuer. Je te propose qu'il faut qu'on avance. Oui, bien sûr. Parce que l'heure tourne. Je te propose de prendre la parole, Alim, sur ce point 6 et puis tu enchaîneras sur ton point. C'est 2 slides, Alim. Très bien. Donc, par rapport aux nouveaux projets, ce que nous remarquons ces derniers temps et surtout ce que nous avons reçu via nos services Disselocom, qui, pour rappel, c'est un service dédié à la mise en relation directe entre entreprises françaises
fournisseurs et entreprises algériens qui ont des besoins. Donc, on note beaucoup plus dans le domaine laitier et pour la fabrication aussi des biscuits sans gluten et aussi pour la transformation des produits agricoles, essentiellement de la pomme de terre. Et nos besoins, c'est le savoir-faire. Surtout, on avait dit dans de précédentes présentations que le marché algérien aujourd'hui, c'est un marché d'équipement. Donc, les opportunités qui existent réellement, c'est des opportunités en termes d'équipement, parce qu'il y a une volonté du gouvernement algérien depuis 2017 de relancer la production nationale. Donc, au lieu d'importer un produit fini, le produit fini, il est fabriqué ici. Donc, nous allons importer des équipements, nous allons importer du savoir-faire et des services, tout ce qui touche à la maintenance de ces équipements. Et bien sûr, la matière première, lorsque celle-ci n'est pas disponible ici. Prochaine slide, s'il te plaît. Alors, juste sur ce point, Aline, oui. pour le coup, donc, il y a une volonté du gouvernement algérien d'accentuer la production locale. Donc, oui. Question perspective et opportunité business pour nos Bretons qui vendraient en Algérie des produits finis, par exemple. Est-ce que pour le coup, les perspectives sont restreintes à cause de cette volonté du gouvernement d'augmenter la production locale? Est-ce qu'il faut produire sur place et créer des partenariats? Quelle est ta vision? Alors, effectivement, sur les produits finis, nous allons retrouver plusieurs de ces produits finis qui figurent dans le DAPS cité tout à l'heure par Ryan. Donc, c'est le droit additionnel pour la protection et sauvegarde de l'économie nationale. Et en plus des taxes et des droits de douane qui sont ajoutés. Pour revenir tout à l'heure à la question de Mme Bréchet par rapport aux plats préparés, c'est aussi les taxes qui influent sur le prix, fait que le plat préparé, s'il est importé, il coûtera 3 à 4 fois plus cher que le produit frais ici. Donc, les opportunités aujourd'hui existantes, c'est des opportunités en termes d'équipement. Les entreprises bretonnes que nous avons sollicité via Bretagne Commerce International pour des projets de production nationale, on les a sollicités pour des équipements. Et les entreprises bretonnes qui sont dans le produit fini, nous, on leur recommande pour ne pas perdre cette part de marché qu'ils ont ou qu'ils souhaitent acquérir, de travailler, d'être présents directement sur le marché. Et puis, comme avait dit tout à l'heure Ryan, lorsqu'on dit par rapport, par exemple, aux marques espagnoles qui sont présentes dans le domaine agroalimentaire, les marques espagnoles, lorsqu'elles s'implantent, elles ne vont pas choisir un équipementier français. Elles vont tout de suite s'orienter vers un équipementier espagnol. Et c'est ce que nous recommandons aux entreprises françaises qui sont dans une optique plutôt produit fini, c'est de s'installer, que ce soit en partenariat avec des producteurs algériens ou seuls, et produire ici localement. D'accord. Il n'y a pas de questions, donc on poursuit. La dernière slide, tu reprends, Ryan, pour que j'enchaîne avec les pratiques des affaires. Si ça s'est rétabli, donc est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais. Voilà, donc je me suis permis de vous mettre quelques exemples de nouveaux projets que nous avons à notre niveau. Donc, je reste bien évidemment à disposition des participants pour en discuter plus longuement en aparté et leur donner plus d'informations quant à chaque projet en détail. Et avant de passer la parole à Halim, j'aimerais bien vous communiquer les dates de nos prochains rendez-vous du secteur, si tu le permets, Karen. Vas-y. Donc, on aura la 5e rencontre algéro-française de l'agriculture et d'élevage qui aura lieu les 29 et 30 juin prochains sur Alger. Pour ce qui est du 2e événement, donc, qui sera organisé en partenariat avec l'ADEPTA, donc ça sera la rencontre d'affaires algéro-française des industries agroalimentaires et des technologies associées. Donc, ça sera une rencontre fournisseur-acheteur. Donc, cette rencontre aura lieu les 16 et 17 novembre prochains sur 2 villes, donc Alger et Béjaïa. Donc, éventuellement, ça dépendra de l'évolution de la situation sanitaire, bien évidemment, et la réouverture des frontières. Voilà. Merci Ryan pour ces éléments d'information. Alors, on va faire vite et bien, comme on dit, la pratique des affaires. Oui, s'il te plaît, pour laisser la place à nos amis du Maroc.
Juste pour rappeler qu'hier, on a animé avec BCI donc une présentation complète sur la loi de finances. Vous pouvez retrouver toute la présentation sur le site de BCI Info et puis nous restons à vos dispositions pour toute question. Alors, pour la pratique des affaires, il faut savoir que pour toute expédition de marchandises, donc lorsqu'un opérateur algérien fait une importation, il est obligé de domicilier cette opération d'importation. Donc, une domiciliation bancaire est obligatoire et elle est préalable à tout transfert, à tout engagement et à tout dédouanement de marchandises. Vous avez des taxes de domiciliation qui sont de 4% pour les importations de services, qui sont de 0,5% pour les importations de biens destinés à revente en état et de 1% pour les importations dans le cadre du CKD-SKD. CKD-SKD, c'est Complete Knockdown and Semi-Knockdown. Ça concerne tout ce qui touche au montage, par exemple, dans l'industrie automobile et la téléphonie. Les incoterms, à chaque fois, nous vous recommandons de prioriser le incoterm FOB, donc Franco on board. Si c'est un autre incoterm, par exemple le CPT ou le CFR, il faut bien dissocier le coût du fret du prix de la marchandise. Très important. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser donc l'ex-work sortie d'usine. L'obligation, c'est que votre client présente le document douanier D10. À noter qu'il est prohibé d'utiliser des incoterms qui ont une assurance. L'assurance doit être préalablement payée ici en Algérie. La slide d'avant, pardon. Voilà, sur les moyens de paiement. Alors, il faut dissocier le paiement des marchandises destinées ou non à la revente d'État au paiement des services. Sur le paiement des marchandises, vous avez le crédit documentaire, la remise documentaire et le transfert libre. Vous avez la possibilité donc d'utiliser une SBLC, une Standby Letter of Credit, pour la couverture d'un contrat global. Le paiement de services, donc c'est un transfert libre. Il est vraiment recommandé donc de faire un contrat avec votre opérateur, sans oublier que vous avez une retenue à la source de 30% pour le paiement du service. Le négoce, donc importation et revente en état direct, il faut savoir que pour votre client, il faut constituer une provision de 120% du montant de la marchandise 30 jours avant l'expédition de cette dernière. Et puis, vous avez un certificat de libre circulation qui vous est demandé. Là, on vous recommande de vous rapprocher de BCI ou de vos CCI locales qui vont vous expliquer encore plus. L'étiquetage, il est obligatoire donc, en arabe sur l'unité de vente. Au départ, c'était possible de le faire ici en Algérie, mais maintenant, l'étiquetage doit se faire avant embarcation de la marchandise. Des infos complémentaires, hein, comme on le disait au préalable, seront ajoutées à ces différents points dans la présentation que vous pourrez retrouver sur BCI Info. Très bien. Pour les nouvelles dispositions donc, de la loi de finances, il faut retenir une disposition très importante, c'est l'introduction donc, du paiement à terme à 45 jours avant expédition de la marchandise pour les biens destinés à la revente en état. Et puis, bien entendu, les entreprises qui sont implantées ici à 100%, qui font du négoce, elles ont cette soumission de passer à un partenaire algérien à 51%. La facture, très important, on ne le dit jamais assez, très important de mentionner tout ce qui est écrit ici. Un point important, il ne faut pas donner des remises au-delà de 5%. Le cachet, très important, donc le tampon, très important qui figure dans la facture, et bien sûr mentionner les incoterms, le nom du client, et ainsi de suite. Voilà. On précisera aussi quelque chose d'important, peut-être Halim, qu'on a dit hier en ce qui concerne les acomptes, que si vous demandez des acomptes à vos clients, l'acompte est plafonné, la loi impose un plafond à 15% des acomptes. Vous ne pouvez pas demander un acompte de plus de 15% à vos clients. Ça, c'est important. Je le rajouterai aussi dans ce slide. 15% d'acompte et si vous avez la possibilité de demander plus, mais après l'accord de la Banque d'Algérie. Oui, ce sont des dérogations, des démarches un peu fastidieuses. Merci beaucoup, Halim. Merci, Ryan. Merci à vous. Cette intro Algérie. On va passer à la deuxième partie. Désolée, on a débordé un petit peu sur le temps, mais voilà, encore une fois, on est navré de dépasser un peu le timing, mais il y a tellement de choses importantes à dire. Le jeu en vaut la chandelle, comme on dit.
Maria et Faïza, je vais vous laisser la parole pour aborder le Maroc. Chronologiquement, les différents points qui vont être abordés sont les mêmes que pour l'Algérie. Donc, je vous laisse, mesdames, la parole pour ce premier point sur le panorama global agroalimentaire. Merci Karen. Bonjour à tous, meilleurs vœux, bonne année, en espérant qu'elle soit plus douce et plus légère que 2020. Très brièvement, moi, c'est juste une petite introduction, puis après je reviendrai vers la fin sur la partie pratique des affaires. Juste vous dire qu'effectivement, la Chambre est à même de pouvoir vous accompagner sur le marché marocain, qu'au jour d'aujourd'hui, la situation au Maroc est plutôt bien maîtrisée au niveau de la crise sanitaire. Le Maroc a réagi très prématurément avec des mesures très restrictives dès mars dernier avec la fermeture des frontières. Mais depuis septembre, nous sommes à même de pouvoir accueillir nos entreprises françaises sur le territoire marocain sur invitation professionnelle qu'on peut vous délivrer, bien entendu, et avec des déplacements possibles entre les villes, hein, même si les Marocains ont besoin d'autorisations plus spécifiques entre certaines villes. Pour les opérateurs étrangers, et notamment professionnels, il n'y a pas forcément besoin de ces autorisations. Donc, de vous dire que la filière agroalimentaire, et vous allez le voir avec la présentation que Maria Mouhsine, qui est notre chargée de filière agrotech au sein de la Chambre, vous présentera tout de suite, est une des filières qui restait les plus dynamiques pendant cette crise sanitaire, avec notre industrie marocaine au sens le plus large. Mais effectivement, nous sommes contents de voir que tous les projets dans l'industrie agro ne se sont pas arrêtés, bien au contraire, et que effectivement les besoins sont encore là et qu'on va vous présenter toutes ces opportunités. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Maria Mouhsine pour revenir un petit peu plus tard dans la présentation, vous présenter la pratique des affaires sous un autre angle, plutôt sur la partie approche interculturelle. Voilà. Merci à toi, Maria. Merci, Faïza. Merci Faiza. Donc effectivement, l'agro-industrie au Maroc constitue une des principales filières de transformation au Maroc. Donc elle contribue à peu près 35% du PIB industriel et recrute à peu près plus de 150 000 personnes dans le secteur. Donc de par le dynamisme de cette filière, donc l'agro-industrie a bénéficié depuis 2017 d'un contrat-programme en faveur de l'interprofession. Donc, l'objectif de ce contrat-programme étant de moderniser le tissu industriel déjà existant et de créer de nouvelles unités à forte valeur ajoutée. Donc, les principales filières de production retenues sont les suivantes qu'on va détailler. D'ailleurs, c'est les mêmes filières qui ont été retenues dans le plan Maroc Vert, qui est la stratégie nationale de l'agriculture depuis 2008 à 2020. Donc, l'objectif étant d'augmenter les rendements et la productivité. Donc, en ce qui concerne les fruits et légumes transformés, il faut savoir que la production des produits maraîchers ou bien des légumes est de 5,5 millions de tonnes qui s'étale sur une superficie de plus de 200 000 hectares. Les primeurs, quant à eux, ont réalisé une production de 2 millions de tonnes sur une superficie de 38 000 hectares. Donc, les exportations sont passées de 1,18 million de tonnes contre 494 000 tonnes en 2017. Donc, là, on remarque une nette évolution. Pour ce qui est des viandes rouges et viandes blanches, donc la production pour les viandes rouges, elle est de 600 000 tonnes en 2018. Donc, la consommation est passée de 11 kg par habitant par an à 17 kg par habitant par an. Pour ce qui est des viandes blanches, donc on note 7 627 élevages avec une production de 720 000 tonnes. Donc, la consommation, quant à elle, est passée de 20,5 kg par habitant, de 15,4 depuis 2008 à 20,5 kg par habitant. La production des céréales est également une des principales filières au Maroc. D'ailleurs, elle prend la majorité de la superficie agricole utile. Donc, on remarque qu'en aval également, il y a un fort développement avec plus de 150 minoteries qui sont essentiellement concentrées dans la région de Casablanca et de Fès-Meknès. Donc, pour ce qui est de couverture des besoins, donc en 2018, on a couvert 70% des besoins en céréales contre 50% en 2008. La superficie est de 4,6 millions d'hectares et le rendement est passé de 12 quintaux à l'hectare à 18 quintaux à l'hectare.
Donc, pour ce qui est de la filière de l'huile d'olive, donc c'est également une des principales filières au Maroc. Donc, aujourd'hui, on a plus d'1 million d'hectares cultivés en olivier, avec une production de plus d'1 million également de tonnes en 2018, réalisée en 2018. Donc, les unités de production pour tout ce qui est trituration d'olive, elles sont d'à peu près 900 unités de trituration et environ 75 conserveries végétales. Donc, pour la filière sucrière, elle est détenue par le monopole Cosumar. C'est le principal transformateur de sucre au Maroc. C'est également un agrégateur de l'ensemble des producteurs de sucre au Maroc. Donc, ils assurent la transformation essentiellement de betteraves sucrières et avec des petites récoltes de canne à sucre. Donc, la superficie aujourd'hui, elle est de 64 000 hectares avec une production de 4,2 millions de tonnes de plantations sucrières. Donc, aujourd'hui, on arrive à couvrir 47% des besoins au lieu de 42% en 2008. Donc, le reste est bien entendu importé de l'étranger. On a également une autre filière très importante, celle des produits transformés de la pêche. Donc, c'est un secteur qui a connu une forte dynamisation, surtout dans les dernières années, notamment en 2020. Donc, on a connu le lancement de plusieurs projets, notamment plus de 200 projets dans la région sud, à Laayoune et Dakhla. Donc, ces projets mettent l'accent sur l'aquaculture avec principalement la filière de production piscicole et conchilicole. Donc, pour la biscuiterie, le secteur dénombre une quarantaine d'opérateurs. C'est une filière très dynamique qui a connu un développement soutenu ces dernières années. Il y a de forts potentiels pour ce segment aussi. Et donc, ce que je voulais souligner, c'est que le biscuit marocain à la côte au Maroc, donc par rapport aux produits importés, parce que c'est des produits très accessibles, entre 0,5 centimes à 3 dirhams, contre plus de 15 dirhams pour le produit importé. Pour les produits bio, on va revenir dessus sur une autre slide. Karen, si on peut passer, s'il vous plaît, la slide suivante. Voilà, donc pour les principaux acteurs, donc pour tout ce qui est opérateur institutionnel, on a bien entendu le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Industrie, la Fédération nationale de l'agroalimentaire, donc la FENAGRI, et l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires de l'OSA. Donc, c'est eux qui assurent le contrôle des produits alimentaires au Maroc. Pour ce qui est opérateur privé, donc on a ici un petit classement en fonction de la réalisation du chiffre d'affaires. Donc, par exemple, pour l'huile d'olive, on a le groupe Avril, donc le sur cristal, Cosumar, bien entendu, pour le sucre, la centrale Danone pour le lait, Koutoubia pour la viande, Mondelez pour les produits biscuitiers, Unimer, King Pélagique pour les poissons et les eaux minérales de Metz pour les boissons. Karen, s'il vous plaît. Oui, la filière bio. Effectivement, donc la filière bio. Donc c'est une filière, même si elle reste très restreinte, c'est vraiment un marché de niche au Maroc, mais elle est très dynamique. Un marché de niche, pourquoi? Parce que les prix, ils varient, ils vendent de 3 à 4 fois, 3 à 4 fois plus cher que les produits conventionnels. C'est dû essentiellement à la cherté de la certification au Maroc. D'ailleurs, le gouvernement envisage de subventionner la certification, ce qui va ramener les prix à baisser, et ce qui est une très bonne chose pour le consommateur marocain. Donc, la superficie cultivée en bio, elle est de 11 000 hectares. Les superficies sauvages elles sont dominées par l'argan et les plantes aromatiques et médicinales. Donc, la production de bio au Maroc, elle dépasse les 90 000 tonnes, avec des exportations de plus de 14 700 tonnes. Donc, le principal importateur au Maroc, c'est l'opérateur Distribio. On a également une faible présence française au Maroc. Donc, auparavant, on avait la Vie Claire, qui par après a été transformée en 2018 en Green Village, qui est aujourd'hui une franchise 100% marocaine, qui est déployée essentiellement dans les grandes villes, à savoir Casablanca et Marrakech. Donc, pour ce qui est des tendances consommateurs, donc, ce qui est à retenir, c'est que le prix reste le principal facteur d'achat au Maroc. Donc, il n'y a pas vraiment de fidélité aux marques. Ce qui prime, c'est le prix.
Donc, parmi les tendances aussi, on a la restauration hors domicile, donc, qui se développe davantage, que ce soit en milieu urbain ou rural. Donc, les jeunes tendent également à expérimenter les nouvelles marques de franchise internationales. On a également un intérêt croissant pour l'alimentation saine et bio. Comme on a remarqué cette année, on a enregistré cette année une forte croissance du e-commerce. Donc, c'est vraiment un rebond qui a été enregistré cette année. Donc, plus de 200% d'achats en ligne au lieu de 46% en 2019. Voilà, on arrive maintenant aux canaux de distribution. Donc, il est à noter que le secteur de la distribution est un des plus dynamiques au Maroc et c'est vraiment un des piliers de l'économie marocaine. Il contribue à hauteur de 8% au PIB et c'est le deuxième pourvoyeur d'emplois après l'agriculture. C'est quand même, ça reste un secteur très mitigé parce qu'il reste quand même à cheval entre modernité et tradition. Donc, 80% de la distribution de produits alimentaires passe par les épiceries ou bien la distribution traditionnelle, notamment les épiceries, les marchés de gros, les souks ou bien encore les marchands ambulants. Donc, ils offrent plusieurs avantages. D'abord, une proximité et une forte capillarité sur le territoire marocain, mais aussi une relation de confiance. Donc, vous avez l'épicier, il connaît tout l'historique du consommateur, de ses clients, en plus des facilités de paiement. Donc, le consommateur marocain peut prendre ce qu'il veut pendant un mois et payer à la fin du mois sans intérêt, bien sûr. On a également un autre avantage, c'est les prix qui sont nettement, des fois, plus bas que les GMS, soit parce que c'est des produits de contrebande, soit c'est bien entendu les charges qui sont moins importantes que les GMS. Donc, il est vrai que depuis 2017 ou 2018, on a remarqué une baisse très faible, en tout cas pour les ventes du secteur traditionnel, mais qui commence à s'accentuer, surtout en cette année, puisque justement, il y a eu des réajustements. La distribution a dû s'adapter, donc en mettant en place des solutions en ligne, chose qu'a pu parfaitement adopter la grande distribution, qui au Maroc aujourd'hui prend une part de marché de 20% qui se la partage avec le e-commerce. Donc la grande distribution constitue un secteur à fort potentiel pour les entreprises souhaitant justement s'investir, avec un taux de pénétration de seulement 15%. Donc, il y a un grand manque à gagner dans ce sens. La surface commerciale des GMS par habitant est de 11 mètres carrés par habitant au Maroc, contre 200 en Europe et 40 en Turquie. Voilà. Merci Maria. Il y a peut-être des questions concernant les canaux de distribution GMS. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez la moindre interrogation, levez la main pour que j'active vos micros ou poser vos questions par écrit. Donc, on passe maintenant aux canaux de distribution, aux autres canaux de distribution. L'ORECA, donc c'est le secteur hôtel, restaurant et café. Donc, il contribue fortement au développement socio-économique du pays. C'est un secteur détenu essentiellement par des leaders comme New Rest Maroc, Ensemble Maroc et Proxyrest. C'est un secteur qui est amené à se développer davantage grâce notamment à l'urbanisation soutenue, l'institutionnalisation de l'horaire continu, la dynamique économique et amélioration du niveau de vie et bien entendu l'externalisation du service de la restauration dans les entreprises. Donc, je vous présente ici une cartographie des principaux opérateurs, donc ils sont au nombre de 4. On en cite Marjan, avec 50% de part de marché, donc, et 38 hypermarchés, ainsi que 40 supermarchés déployés sur le territoire marocain. Donc, La Belle Vie, avec 30% de part de marché et 104 points de vente dans le royaume. BIM, donc la chaîne de distribution turque BIM, avec 12% de part de marché et 505 points de vente, et qui font d'ailleurs de la concurrence aux épiceries de proximité. On a également Aswaq Salam avec 8% de part de marché et 14 points de vente. Donc, cette année a connu l'ouverture d'un nouveau supermarché d'Aswaq Salam avec une innovation, notamment un service drive. Donc, c'est une première au Maroc. Est-ce qu'il y a une régionalisation vraiment de ces enseignes-là? Elles sont principalement situées dans le nord, dans les wilayas du nord. Alors, pour les grandes surfaces et les supermarchés et hypermarchés, essentiellement dans les grandes villes, à savoir Casablanca, Tanger, Marrakech, Meknès,
donc vraiment les grandes villes où il y a du pouvoir d'achat. Par contre, pour BIM, ils ont une autre stratégie, c'est de se développer dans même le rural. Donc, ils vont au plus près du consommateur et c'est leur force d'ailleurs. Je parle de Véléa, évidemment, il n'y a pas de Véléa au Maroc, pardonnez-moi. Pas de souci. On passe au point suivant, donc sur l'impact du Covid sur le secteur agro au Maroc. Donc voilà, contrairement à ce que pourrait penser la majorité, mais le secteur de l'agro-industrie a connu effectivement un impact, quoique différé par rapport à chaque filière. Mais voilà, il y a eu une baisse générale des effectifs de 30% par rapport à la période d'avant confinement, baisse du chiffre d'affaires en fonction des filières, bien entendu, avec un impact sur l'ensemble des écosystèmes. Donc la principale cause étant la fermeture de services HoReCa, bien sûr, les hôtels, restaurants et cafés, ce qui a amené à diminuer la demande et les retombées négatives sur le pouvoir d'achat. Donc, pour la distribution, par contre, on remarque qu'il y a eu une forte résilience et ils ont fait preuve d'une grande capacité d'adaptation, avec notamment le lancement de services en ligne. Donc, par exemple, on prend pour exemple le groupe Carrefour, La Belle Vie, qui ont signé un contrat avec le site de e-commerce Jumia et ils ont vu leur vente exploser à travers le digital. Donc aujourd'hui, le fait que les grandes et moyennes surfaces prennent le dessus sur le traditionnel est un fait. Donc la modernisation va prendre une nouvelle ampleur sous l'impulsion des GMS et la lutte contre l'informel. D'ailleurs, pour ce point de l'informel, le Maroc a interdit dernièrement les marchandises en provenance de Melilla, Ceuta et Melilla. Donc c'était la principale source de produits de contrebande. Donc, suite à cette nouvelle conjoncture, donc, on remarque qu'il y a de nouveaux défis aujourd'hui pour la distribution alimentaire, notamment l'adoption du digital. Donc, aujourd'hui, c'est un fait. Le digital s'accélère et les commerçants sont amenés aujourd'hui à s'équiper pour accepter les cartes bancaires et les paiements en ligne. Donc, une attention particulière à accorder également à l'hygiène. Donc, selon une étude réalisée par BCG au Maroc, les consommateurs marocains ont plus de crainte d'attraper le corona dans les circuits traditionnels que dans les grandes surfaces. Donc, ça peut être un point favorable pour la grande distribution au Maroc. Donc, quels sont les nouveaux défis? Justement, qualification d'un personnel adapté, mise en place de plateformes logistiques adaptées aux produits frais, lutte contre la concurrence déloyale de l'économie parallèle dans l'informel, atténuer la lourdeur administrative pour ouvrir de nouveaux magasins et faire face à la cherté du foncier à vocation commerciale. On passe au point suivant sur les nouveaux projets, les perspectives économiques et opportunités. Parfait. Donc voilà, là on parle vraiment opportunité. Donc pour tout ce qui est filière fruits et légumes, donc aujourd'hui au Maroc, on ne valorise que 30% de la production nationale. Donc, et dans le cadre de la nouvelle stratégie nationale de l'agriculture au Maroc, dénommée Green Generation, donc l'objectif est de passer à 70%. C'est-à-dire valoriser 70% de la production nationale. Donc, le gouvernement incite donc à travers des subventions à la réalisation de nouveaux projets, de nouvelles unités de production de fruits et légumes. Donc, des besoins sont ressentis effectivement en termes d'équipement, en termes de machines agro-industrielles. La formation, bien sûr, c'est un point à détailler pour tous les autres secteurs. Donc, il y a un fort besoin pour la formation et l'expertise française. Donc, pour ce qui est filière viande rouge, comme on a cité au tout début, donc aujourd'hui, le Maroc, il réalise l'autosuffisance pour tout ce qui est produits finis en viande blanche et rouge. Sauf que le gros problème persiste au niveau de l'aval de la filière, c'est-à-dire au niveau des abattoirs. Donc, plus de 70% des produits de la viande transitent par des abattoirs non conformes. Donc, la lutte aujourd'hui du gouvernement, c'est justement de mettre en place de nouvelles unités modernes d'abattage et de transformation de viande. Pour la production et la transformation de céréales, donc il y a effectivement un besoin ressenti en termes de qualification de main-d'œuvre qui fait un peu défaut au Maroc et bien entendu de machines de transformation.
Pour la biscuiterie, donc il y a un fort besoin pour tout ce qui est intrant. Déjà pour la farine, les opérateurs marocains trouvent qu'elle n'est pas conforme, qu'elle est très variable, qu'elle n'est pas conforme au cahier de charge prescrit par les opérateurs marocains. Donc l'important de la farine est importé. Il y a également de l'importation pour tout ce qui est poudre, lait en poudre et aussi produits exotiques, à leur tête le cacao. Pour l'huile d'olive, donc l'amont est très bien organisé. Donc, comme on a cité tout à l'heure, on a de fortes productions en olive, sauf que aussi là aussi il y a un point défaillant, c'est celui de la distribution traditionnelle. Donc, 70% aussi, un peu plus de 70% de l'huile d'olive produite provient des massins. Donc, c'est des unités de trituration traditionnelles qui ne permettent pas d'avoir l'huile d'olive de qualité. Donc aujourd'hui, l'interprofession incite à mettre en place de nouvelles unités de trituration d'huile d'olive qui soient adaptées au niveau des petits agriculteurs qui ont moins de 5 hectares et aussi à la capacité de production. Donc pour les produits de la pêche, comme on a cité aussi un peu plus haut, donc aujourd'hui le Maroc a lancé une panoplie de projets à travers le territoire marocain, concentrés essentiellement dans le sud du Maroc. Donc plusieurs appels à projets ont été lancés et justement il y a beaucoup d'entreprises françaises, par exemple de la région Pays de la Loire, qui ont participé à ces appels à projets. Donc l'objectif étant d'avoir des équipements, que ce soit pour l'élevage piscicole ou conchilicole, mais aussi il y a de forts besoins pour les alevins de poissons et les alevins de conchiliculture, de coquilles en fait. Les besoins ressentis sont également par rapport à l'alimentation des poissons. Donc pour le lait et dérivés, donc aujourd'hui la lutte du Maroc, c'est justement d'approvisionner le Marocain en lait produit localement. Donc on a vu se développer les importations de bovins vivants. Donc à titre indicatif, la France est premier fournisseur de génisses laitières au Maroc. Donc les éleveurs marocains apprécient particulièrement le savoir-faire français en termes de génétique. Et donc, ils apprécieraient aussi un accompagnement sur la formation et la conduite de l'élevage de bovins pour production laitière. On passe au point suivant. Maria, ou tu as des choses à rajouter sur cette partie? En avant. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois qu'il n'y a plus aucune question. C'est le moment de les poser. Hein. Donc le dernier point là pour l'instant, c'est la pratique des affaires et les bons conseils que Faiza va pouvoir vous donner pour réussir au mieux votre business au Maroc. Oui, alors effectivement, quelques conseils très pratico-pratiques, hein, puisqu'effectivement, on a cette chance d'avoir le Maroc à la confluence de l'Europe et de l'Afrique. Hein. On est vraiment une terre d'accueil et on est un hub africain, puisqu'à la pointe nord de l'Afrique, mais avec effectivement une histoire ancienne avec la France. Donc, des atouts majeurs pour vous en tant qu'entrepreneur français, puisque la langue, par exemple, des affaires est le français. Donc, toute la partie vraiment business et administration est rédigée en français. Et donc, ça vous permet à vous de ne pas avoir de besoin particulier en termes d'interprétation ou de traduction spécifique, que ce soit pour vos fiches techniques ou pour vos formations éventuelles ou pour tout simplement justement le développement des relations d'affaires. Alors, autre point majeur au Maroc à retenir, c'est que le contact humain reste un élément important, primordial, privilégié dans la relation de business. Un homme d'affaires marocain fera beaucoup plus facilement affaire avec vous s'il a une relation déjà avec vous, une relation de confiance, limite amicale. Donc, c'est à prendre en considération. Alors, effectivement, avec cette crise sanitaire, on l'a vu, c'était très compliqué au tout début de réaliser des e-missions, des missions virtuelles, mais au fur et à mesure, avec beaucoup de pédagogie et de pragmatisme, on a réussi à convaincre un certain nombre d'opérateurs marocains. Donc, c'est toujours possible. Donc, maintenant, c'est vraiment la solution qu'on vous propose également. Mais sincèrement, vu que les frontières ont été réouvertes depuis septembre, on vous incite très fortement à venir sur place, à rencontrer vos partenaires, vos clients, vos prospects sur place, parce qu'effectivement, ça va forcément être un atout pour vous supplémentaire.
L'autre point qui est aussi à prendre en considération, c'est la notion du temps, puisqu'on est vraiment assez culturellement différents là-dessus. Le Maroc et les Marocains, de manière générale, ont effectivement une notion beaucoup plus élargie du temps par rapport à nous en Occident, en France ou en Europe. Donc, vraiment de prendre en considération dans vos rétro-plannings, dans vos retours sur investissement aussi, hein, puisque le retour du coup sur investissement peut être très long au Maroc. Donc, quand on commence à démarcher le marché marocain, il faut prendre en considération que vous ne pourrez avoir peut-être des retours que sur 9, 12 mois, peut-être un peu plus. Mais la moyenne est plutôt sur 1 an, avec quelques allers-retours primordiales à faire pour rencontrer vos opérateurs ou vos contacts. Et puis, effectivement, ne pas prendre, parce qu'on l'entend souvent hein, quand on connaît un petit peu la culture, notamment musulmane, le terme « Inch'Allah » comme un terme, on va dire, de déresponsabilisation. Pas du tout, c'est effectivement dans chaque fin de phrase, effectivement pour tout croyant, c'est vraiment voilà, sa croyance de dire de toute manière ça se passera que si ça doit se passer, voilà, que si Dieu le veut. Donc voilà, vraiment le prendre en considération, le connaître, et puis effectivement quand on le sait, ça passe tout de suite beaucoup plus facilement. Autre point majeur au Maroc qu'on connaît, c'est effectivement cette structure très pyramidale que vous pouvez avoir dans les entreprises marocaines, avec vraiment une structure très descendante où c'est le décideur qui est vraiment en haut, qui prend les décisions et tous les autres responsables, directeurs, même s'il y a une évolution croissante et très, très évolutive ces dernières années, pour vraiment plutôt une hiérarchie horizontale, on est encore beaucoup, et notamment dans l'industrie agroalimentaire, qui sont quand même des grosses industries au Maroc, quand on prend par exemple la Cosumar, qui est une très vieille structure et qui est leader sur le marché, ou voilà, d'autres grandes structures au Maroc dans l'industrie agroalimentaire, il faut effectivement prendre en considération qu'il faut toucher le décideur, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément le directeur général ou le PDG de la société, mais souvent, c'est le cas. Donc, il faut effectivement, dans votre approche commerciale, dans vos rendez-vous d'affaires, en tout cas, nous, c'est ce qu'on fait quand on réalise des programmes de rendez-vous pour les sociétés françaises, on essaye de vraiment bien comprendre la structure en interne et bien comprendre qui prend la décision finale pour vous faire gagner du temps. Donc, il faut effectivement aussi que vous fassiez ce travail-là, d'analyser un petit peu quand vous avez votre responsable technique ou responsable qualité ou autre, de bien comprendre s'il a vraiment cette marge de manœuvre ou pas pour ensuite effectivement vous faire gagner du temps ou justement pour ne pas vous faire perdre du temps. Autre point aussi à prendre en considération, c'est que le Maroc est très protocolaire hein, dans sa manière de vivre les choses et notamment dans le business. Donc, il faut effectivement faire très attention d'être bien à l'heure, même si eux peuvent être en retard, mais être vous irréprochable par rapport à ça, si c'est vous qui êtes demandeur du rendez-vous. Et puis, effectivement aussi être toujours dans une tenue très professionnelle, même si en face de vous, vous pourriez peut-être avoir un grand PDG en jean et chemise sans veste ni cravate, mais en retour, en tout cas, quand c'est vous qui êtes demandeur du rendez-vous, de la visite, il faut effectivement que vous soyez vraiment dans une tenue très professionnelle et que vous compreniez les codes vestimentaires au Maroc et que le code vestimentaire dans le business, ça reste le costume cravate. Slide suivante. Avant de passer à la diapo suivante, j'ai deux questions. Tu voulais dire quelque chose, Faiza? Non, je pensais qu'il n'y avait pas de questions et qu'on pouvait passer à l'heure. Quelle est l'acceptation des commerciales femmes en général? Je vais les lire à tout le monde parce que tout le monde ne les voit pas. Donc, la première question de Jean-Philippe, quelle est l'acceptation des commerciales femmes en général dans le cadre des relations commerciales avec des interlocuteurs hommes? Parfaite, c'est-à-dire que l'acceptation est vraiment réelle, elle est là. Beaucoup de femmes ont des postes de responsabilité au Maroc. Je sais qu'il y a souvent un fantasme culturel de dire qu'effectivement dans les pays musulmans, la femme est peut-être un peu moins visible, pas du tout au Maroc. Souvent, vous allez voir des directeurs qualité, des responsables techniques qui peuvent être des femmes, des ingénieurs. La preuve, Maria est formée dans elle est ingénieure agronome. Donc, effectivement, beaucoup de femmes sont présentes sur le marché et donc une femme commerciale a tout à fait sa place dans les rendez-vous de business sans aucun problème.
Merci. Et l'autre question de Lamia, alors là, on rentre dans le concret, dans les moyens de paiement. On a vu tout à l'heure en Algérie qu'il y avait des restrictions, notamment sur les acomptes, donc qui sont plafonnés à 15%. Est-ce qu'il y a des choses similaires au Maroc, des points essentiels que les entreprises bretonnes devraient avoir en tête? Est-ce qu'il y a des restrictions donc sur les moyens de paiement ou autre réglementation importante? Alors, effectivement, c'est un point crucial, hein, c'est le paiement, effectivement, pour toute entreprise. Donc, effectivement, au Maroc, on est encore plutôt bien noté par la COFAS. On est à 4, sauf qu'effectivement, il y a quand même au Maroc voilà, une attention particulière à porter sur ce domaine-là, puisqu'il y a pas mal de retard de paiement. Sur les moyens de paiement utilisés, le plus utilisé, c'est la lettre de crédit au Maroc, hein, qui est tout à fait, effectivement, exploitable par toutes les banques françaises, mais aussi marocaines implantées en France. Donc, vous n'aurez aucun souci à la mettre en place. Et sur, effectivement, la réglementation des acomptes, les procédures, la règle de base est 30% d'acompte sur les produits et 20% sur les prestations de services maximum, avec un plafond maximum de 10 000 euros. Après, je sais qu'il peut y avoir quelques exceptions faites, mais avec des arguments et voilà, ça demande quand même pas mal de démarches administratives pour avoir des exceptions pour pouvoir monter ces plafonds-là et les augmenter. Mais sinon, c'est 30% pour les produits et 20% sur les prestations. D'accord. On pourra rajouter ça aussi dans un slide supplémentaire, ces points réglementaires-là. Avec plaisir, aucun problème. On va rajouter ça à la présentation. Alors, il y a une autre question qui vient de tomber, une question de Sylvain. Les CCI peuvent-elles nous accompagner pour diminuer les lourdeurs administratives pour notre cas avec l'ONSSA? Alors, avec l'ONSS, c'est ça, l'Office national de la sécurité alimentaire. Ouais. Alors, les CCI, alors, nous, en tant que Chambre française, oui, effectivement, puisqu'on a des contacts et on peut effectivement appuyer les entreprises françaises dans les démarches administratives des autorisations pour les produits. Mais s'il parlait de CCI locales, territoriales françaises, non. La seule chose, c'est que les CCI peuvent vous appuyer pour obtenir tous les documents valides et tamponnés, comme le certificat d'origine, qui est souvent demandé, effectivement, puisqu'il y a un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Maroc qui vous permet d'avoir une exonération des droits de douane. Et donc là, effectivement, il faudra vous présenter le certificat EUR1 qui prouvera que votre produit a été produit ou transformé à hauteur de plus de 70%. Et là, effectivement, c'est auprès de la CCI, dans les formalités internationales, que vous allez pouvoir tamponner ce document-là. J'espère avoir répondu. Sur la seconde slide, c'était beaucoup plus c'était un angle beaucoup plus général sur le Maroc. Ce qu'il faut retenir de cette slide-là, c'est que de toute manière, quand on travaille dans un pays étranger, je pense que c'est général à tous les pays dans le monde, il faut connaître le pays dans lequel vous voulez aller. Que ce soit par opportunité de business ou que ce soit une vraie stratégie commerciale de votre part, il faut effectivement connaître le pays dans lequel vous allez démarcher, vous appuyer, pourquoi pas peut-être vous implanter, d'autant plus qu'au Maroc, l'implantation peut se faire de manière libre, hein, sans avoir d'associé local. Donc voilà, vraiment retenir qu'effectivement, la culture marocaine est encore très forte, très ancrée chez les Marocains et que c'est toujours très apprécié que l'opérateur étranger qui arrive connaisse à minima le pays, ses cultures, ses us et coutumes. Dans ses us et coutumes, il y a 2-3 choses à retenir. C'est que le Maroc reste un pays majoritairement musulman, donc il faut comprendre et respecter effectivement que c'est un pays musulman. Donc, par exemple, les périodes de Ramadan sont un peu moins productives. C'est moins bien vu de venir en rendez-vous de business pendant le mois du Ramadan, par exemple, ou tout simplement éviter tous ces sujets un petit peu qu'on peut connaître en France sur l'identité, l'islam de France et autres. Voilà, 90-95% de la population étant musulmane au Maroc, alors avec des croyances, on va dire, à différents degrés. Voilà, ça reste un pays musulman, il faut le respecter, il faut connaître un peu cette culture musulmane, parce que beaucoup sont de culture musulmane, mais pas forcément croyants et pratiquants. Mais voilà, ça reste, voilà, il faut le prendre en considération, et d'autant plus ensuite quand on s'implique vraiment avec un partenaire
Voilà, il y a des journées continues qui se font pendant le mois du Ramadan. Voilà, il y a effectivement des petits ajustements qui se font vis-à-vis de la religion qu'il faut connaître. L'autre point, c'est que nous sommes une monarchie constitutionnelle, donc avec un roi au Maroc, hein, qui est Mohamed VI, et qui, du coup, est un sujet assez tabou. Notamment quand quand vous êtes nouvel opérateur sur le marché, c'est très délicat de discuter avec votre interlocuteur marocain sur ce sujet-là, puisque voilà, vous ne savez pas si la personne en face est royaliste ou pas. Et bon, voilà. Donc, je préfère effectivement vous conseiller d'éviter tout ce type de sujet qui peut porter à des ambiguïtés ou à des dichotomies qui ne seraient vraiment pas favorables pour votre relation d'affaires. Ensuite, ce qu'il faut retenir, c'est que donc monarchie constitutionnelle, mais avec un passé français, hein, puisque ça a été effectivement sous la coupe de la France pendant plusieurs années. Donc, il y a une vraie influence dans les systèmes, dans les administrations que vous allez sûrement retrouver, notamment aussi dans le droit des affaires, qui est très calqué sur le droit français. Le droit du travail marocain est aussi très calqué sur le droit français. Mais faites très attention, ça reste un pays différent, qui a connu son indépendance en 1956. Et donc, forcément, malgré toutes ces ressemblances, on voit des fois quelques petites fautes pratiques que les entreprises françaises font parce qu'ils se formatent comme si le Maroc fonctionnait exactement de la même manière qu'en France, alors que non, ça reste un pays différent avec ses propres us et coutumes. Et donc, voilà, faire très attention. L'atout que vous avez par rapport à vos concurrents européens, c'est que vous avez effectivement ce passé historique commun et que vous avez effectivement dans l'administration marocaine des ressemblances très fortes avec l'administration française. Je vous ai parlé du droit, mais aussi, par exemple, tout ce qui est comptabilité. Donc, effectivement, ça va vraiment vous faciliter la vie en tant qu'entrepreneur français au Maroc parce que vous allez comprendre. L'ingénierie marocaine aussi est très calquée sur l'ingénierie française hein, en termes de calcul, de savoir et autres. Donc, c'est vraiment un réel atout pour vous, mais voilà, c'est comme partout, faire très attention pour effectivement savoir qu'il y a quand même des différences à connaître. Et puis voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, finir que quand on s'implique sur le marché marocain, c'est très important d'être patient parce que ça peut prendre du temps, sauf si vous êtes évidemment leader et qu'il n'y a que vous sur le marché. Il faut savoir que le pays est très convoité par plusieurs autres pays étrangers. Je vous ai parlé de l'accord de libre-échange avec l'Union européenne, mais le Maroc a signé aussi un certain nombre d'accords de libre-échange avec d'autres pays, avec les États-Unis, qui investissent énormément au Maroc et qui viennent ces dernières années de manière plus massive, avec la Turquie aussi qui est très présent de plus en plus et dans plusieurs secteurs. La Chine aussi est très présente, les Japonais, les Russes aussi commencent notamment à s'intéresser de très près, notamment dans l'industrie agroalimentaire au Maroc. Donc voilà, pays très convoité parce que taux de croissance intéressant depuis une vingtaine d'années, avec une industrialisation très forte ces 20 dernières années, avec des plans sectoriels qui sont très, très définis, bien définis, avec des objectifs, des moyens qui sont mis en œuvre, et donc qui permet d'avoir une vision à plus long terme et qui rassure du coup les entrepreneurs étrangers. Donc il faut le prendre en considération et savoir qu'effectivement, vous avez des atouts, mais il ne faut pas se faire oublier, d'où l'importance de garder le contact et notamment de téléphoner très régulièrement à vos différents contacts au Maroc parce que derrière vous, il y a sûrement un Espagnol, mais aussi peut-être un Chinois, un Turc et un Américain qui est passé. Et donc forcément, on peut effectivement, ça peut du coup rallonger les temps de délai de décision, mais gardez en tête que l'ingénierie française, le produit français va être quand même très valorisé au Maroc parce que voilà, passé historique et avec tout ce que je vous ai dit juste avant. Merci. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais j'en ai fini pour la pratique des affaires. Merci beaucoup. Il n'y a pas de questions spécifiques pour le Maroc pour l'instant. Alors, si vous en avez, c'est le moment avant que l'on clôture ce webinaire. J'aimerais revenir un peu en arrière pour répondre à une question de Franck. Revenir sur l'Algérie. Aline et Ryan, si vous pouvez revenir et répondre à Franck. Franck, donc je reviens sur les moyens les conditions de paiement. Franck demande si on travaille en paiement comptant habituellement, départ usine. Ça veut dire du coup qu'on ne peut pas travailler avec l'Algérie?
Pardon, est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît? Oui, Franck demande si, en travaillant généralement en paiement comptant départ usine, donc ex-works, Oui. on peut travailler avec l'Algérie ou pas? Bien sûr, je l'ai cité tout à l'heure, on a toujours cette possibilité de travailler avec un Incoterm ex-works. C'est tout à fait normal. Par contre, maintenant, tout dépend de la marchandise. Si cette marchandise est destinée à la revente en état, ben, nous passons à un paiement à terme de 45 jours. Si c'est de la matière première que ce client va utiliser pour sa propre consommation ou pour de la transformation, ben ça va être, que ce soit en transfert libre ou en crédoc ou en remise documentaire. Merci. Voilà. Merci, Halim. Il n'y a pas d'autres questions, visiblement. Alors, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Donc, merci à nos 4 intervenants de ce matin, Halim, Ryan, Maria et Feiza. Vous retrouvez les coordonnées de votre chargé d'affaires à BCI, Eric Volant, que vous connaissez tous, sur ce slide. N'hésitez pas à revenir vers lui. Il est votre point d'entrée pour aller plus en avant, plus en détail sur des problématiques ou des questions que vous pourriez avoir pour aborder que ce soit le marché algérien ou le marché marocain. Ensuite, vous avez ici les coordonnées de nos 4 intervenants, Algérie et Maroc. Donc, nous restons à votre entière disposition. N'hésitez pas à revenir vers nous après le webinaire. Il est très facile d'organiser une visio ou un call avec Eric, donc votre chargé d'affaires BCI et les intervenants pour vous aider dans vos démarches, dans vos projets et votre développement sur ces 2 pays. Merci encore une fois à toutes et à tous. Merci pour votre attention. Le prochain rendez-vous de la semaine Maghreb, donc c'est demain sur les énergies renouvelables, jeudi sur la santé e-santé. Je vous invite à jeter un œil sur l'agenda de notre site web. Vous y retrouverez tous les prochains webinaires que l'on vous propose, que ce soit en développement commercial ou en technique et réglementaire. On n'est pas trop mal dans le timing. Il est 11h08. Merci à tous et merci à toutes. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Merci, au revoir. À toi aussi, Karen. À bientôt. Au revoir.